Je vous remercie de m'accueillir une seconde fois pour ce colloque, et puis plus particulièrement lors de la matinée qui est consacrée à l'agro-éco-climatologie et à l'adaptation des villes et des territoires. Donc moi, je vais vous parler de climat et d'agriculture, et plus particulièrement, enfin, de manière territoriale, et je m'interrogerai sur le fait que la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, autrement dit TRAC, est-ce qu'elle est un outil, on va dire, pertinent pour s'adapter ? Donc, la TRAC. Alors, je vais commencer d'abord... déjà, il me semble que ça ne doit pas être quelque chose qui vous est complètement étranger, vu que la dernière présentation de la matinée inaugurale de Hervé Douville était consacrée effectivement à cette TRAC, même s'il a très peu évoqué le sigle. Mais donc, moi, ce que je vais faire, c'est vous présenter les définitions, des documents de référence. Ensuite, je positionnerai le projet dont je m'occupe, AP3C, sur le Massif central par rapport à la TRAC. Je vais faire des comparaisons entre deux possibilités de respect de cette TRAC et puis ce que j'ai appelé les prévisions climatiques minimales vraisemblables. Et puis enfin, je conclurai. Donc on est parti pour la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Premièrement, les documents de référence. Alors le premier, c'est le document de cadrage général du ministère de la Transition écologique qui a été édité qui a été produit il est sorti en mai 2023. Alors je vous ai mis la référence pour que vous n'hésitiez pas à télécharger ce document. Ça fait une trentaine de pages, annexes comprises, donc c'est gérable quand même. C'est pas trop technique. Et un an plus tard, la direction des services climatiques de Météo France en a produit une interprétation sous forme de déclinaison plus technique, en particulier des détails sur l'usage, on va dire, de la modélisation physique du climat. Et puis cette déclinaison a donné lieu à une intégration dans le portail DRIAS, les futurs du climat. Donc, on est parti pour la TRAC, mais au sens du ministère de la Transition écologique. Donc, quand on parcourt l'ensemble du document, on trouve en fait trois conditions techniques qui doivent être respectées dans cette TRAC, qui est censée s'imposer à tous les projets publics à partir de tout de suite. C'est donc le fait qu'on en soit à plus 4 degrés, alors sous-entendu en moyenne hexagonale France entière, en température moyenne annuelle et à l'échéance 2100. Par rapport à l'époque pré-industrielle. Ce document, il précise également les seuils de plus 2 degrés en 2030 et plus 2,7 degrés en 2050. À plusieurs reprises, il est bien précisé que ces contraintes, ces seuils, c'est en proportionnalité stricte, on peut appeler ça aussi la scalabilité, 4/3 par rapport au réchauffement global. Donc 3 degrés au niveau mondial, 4 degrés en France. Et voilà, et on peut le voir à plusieurs reprises. Deuxième élément, deuxième condition technique, il faut prendre en compte des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre entre SSP2 4.5 et SSP3 7.0. Et je vous ai mis la référence précise, vous pourrez aller vérifier si vous le souhaitez. Et puis enfin, il faut utiliser une moyenne multimodèle. Pas question d'utiliser un seul modèle de projection climatique vers le futur, sauf à avoir des fluctuations qui peuvent être importantes et qui ne sont pas souhaitées dans le cadre de la TRAC. Donc maintenant, le deuxième, on va dire, document qui est issu de la direction des services climatiques et qui a été intégré dans DRIAS, il se trouve qu'il y a deux divergences qui sont vérifiables par tout un chacun, détectables par tout un chacun, entre le document de la ministère de la Transition écologique et sa traduction. Premièrement, c'est l'histoire de période de référence pré-industrielle. Dans le document, le ministère de la Transition écologique, c'est 1850-1900. Dans la traduction, direction des services climatiques, c'est 1900-1930. Alors, on pourrait considérer que ça a des conséquences mineures. En fait, ça décalerait les seuils de 1 à 2 dixièmes de degré. Ce n'est pas très important, mais on aurait pu quand même se donner la peine de décaler les seuils. Ça n'a pas été fait. Deuxièmement, concernant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, dans une optique multimodèle, le ministère de la Transition écologique, il oriente vers 2/3 de scénarios en 4.5 et 1/3 7.0. Alors d'où ça vient ça ? Simplement, lorsque vous regardez ce document de référence, vous voyez que les 4.5, ils amènent en moyenne multimodèle à plus 2,7 degrés en moyenne globale, tandis que les 7.0, ils amènent à 3,6.
Comme on doit arriver à 3, bah, il faut 2 fois plus de scénarios en 4.5 qu'en 7.0. Si on allait chercher les scénarios 6.0 qui ne sont pas très connus, pas très courants, ça serait plutôt moitié-moitié donc avec les 4.5. Et dans le document donc, qui a donné ensuite, enfin de la direction des services climatiques, qui a donné ensuite implémentation donc, dans le portail GRIAS, vous pouvez vous rendre compte que ce sont exclusivement des scénarios 8.5 qui ont été utilisés. Et ça, c'est pas neutre du tout. Premièrement, il y a un effet thermique, c'est que ces scénarios-là d'émissions maximales de gaz à effet de serre sont aussi des scénarios d'usage maximum des énergies fossiles qui émettent énormément d'aérosols. Ce qui fait que pour les premières dizaines d'années, par effet parasol, ça masque, on va dire, l'élévation de température. Et deuxièmement, vous avez aussi, donc, c'est fortement émetteur de noyaux de condensation, donc ça modifie sensiblement donc, le cycle hydrologique. J'irai pas plus loin, mais Hervé Douville a développé un peu donc, ces aspects, on va dire, de modification de cycle hydrologique avec les aérosols. Donc c'est le moment de vous parler donc assez brièvement du projet AP3C pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique dont je m'occupe sur le territoire du Massif central. Donc c'est piloté par le CIDAM qui est un regroupement de chambres d'agriculture sur le Massif central. Moi je m'occupe essentiellement de l'approche climatique, c'est-à-dire c'est quoi les évolutions climatiques telles qu'elles sont en cours et jusqu'à l'échéance 2050. Ensuite, l'approche agronomique, c'est comment est-ce qu'on utilise ces projections climatiques à l'intérieur d'indicateurs qui parlent plus aux agriculteurs, qui s'intéressent à telle ou telle culture, telle ou telle pratique, telle ou telle parcelle. Quand on regroupe les parcelles entre elles, ben on arrive au système d'exploitation, à la ferme. Et puis si on regroupe donc les systèmes d'exploitation, ben, soit on les regroupe d'un point de vue géographique et vous avez l'approche territoriale, soit on les regroupe par identité, par similarité, et ça c'est l'approche filière. Donc moi, je vais vous parler essentiellement de l'approche climatique et un petit peu de l'approche agroclimatique derrière. Donc en ce qui concerne le volet climatique, je vais juste donner quelques éléments. Si vraiment ça vous intéresse le détail du volet climatique, bah, je vous oriente vers mon intervention de l'année dernière et je remercie d'ailleurs, enfin, petite publicité pour le site YouTube du colloque qui conserve toutes les interventions depuis l'origine. Donc c'est très bien fait, merci. Donc vous pourrez y retrouver ça. Donc là, très rapidement, c'est quoi le principe général donc, de AP3C? C'est le maintien de la tendance engagée. Hein, vous prenez donc, ce qui est engagé en noir, en observation, enfin en analyse par les modèles, et vous prolongez vers le futur. Il se trouve que les scénarios 4.5 et 7.0, en beige et rouge vif, respectivement, ils donnent des perspectives communes jusque 2050 au moins. Voilà. Donc la TRAC impose la scalabilité. Donc l'année dernière, j'ai dû vous expliquer pourquoi effectivement c'est transposable au niveau hexagonal ce qu'on regarde au niveau mondial. Désormais, la TRAC l'impose. Donc il n'y a plus besoin de développer cet argumentaire. Le domaine sur lequel donc, on fait les projections climatiques, bah, voilà, je l'ai rappelé, avec les 236 points donc, sur l'ensemble du domaine, sachant que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça concerne essentiellement donc, la partie sud-sud-est, c'est-à-dire méditerranéenne. Alors ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière, de supplémentaire, c'est que le projet AP3C contribue à un projet qui est piloté par l'INRAE qui s'appelle Agri-Aura 2050. Et l'intérêt principal, c'est en fait la zone commune entre les rectangles rouges et violets, dans lequel il y a 2 stations, dont Lyon, dans le Rhône, un petit point bleu donc, entre les deux, là, qui est la moins éloignée du domaine méditerranéen, enfin voilà. Quoique M. Bellaton, hier, a montré une carte dans laquelle Lyon était intégré, mais je suppose que c'était l'influence méditerranéenne, ce n'était pas un climat strictement méditerranéen. Bref, mais c'était au plus proche de la zone méditerranéenne, c'est pour ça que j'ai choisi donc, Lyon. Donc maintenant, comment est-ce que se positionne ce projet AP3C donc, par rapport à la TRAC, sous-entendu au sens du ministère de la Transition écologique, hein, c'est le document cadre de référence. Il se trouve que le projet AP3C il respecte cette TRAC. Premièrement, les plus 4 degrés en moyenne hexagonale, en température moyenne annuelle, à l'échéance 2100, par rapport à la période 1850-1900, bah oui, il se trouve que ceci, ça correspond à la poursuite de la tendance réellement engagée depuis 1980, qui est utilisée par AP3C. Voilà. La prise en compte de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre entre donc 4.5 et 7.0, bah oui aussi, parce que sur un graphique précédent, je vous ai montré que ces scénarios sont sans accélération, ni ralentissement, et en poursuite de trajectoire par rapport à ce qui est relevé, et au moins jusqu'à 2050. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Et puis enfin, l'utilisation d'une moyenne multimodèle, oui également, parce que nous, on a développé donc 12 modèles avec 10 000 répétitions donc à chaque fois. Donc oui, et nous n'utilisons que ce qui est commun aux 12 modèles.
je me permets de rappeler que quand on fait une moyenne de 12 nombres égaux, on peut prendre n'importe quel de ces nombres comme moyenne et réciproquement. Parfois, ça n'a pas l'air évident. Enfin, il y a certains interlocuteurs pour qui ce n'est pas évident, donc je me permets de le rappeler. Alors, ce que n'impose pas la TRAC au sens du ministère de la Transition écologique, mais que nous respectons donc, dans le projet AP3C, c'est une compatibilité de trajectoire, mais également à une échelle sous-nationale, ou si vous préférez territoriale, et à une échelle sous-annuelle, c'est-à-dire saisonnière. Et je vous ai sorti un exemple, là, en ce qui concerne les températures moyennes annuelles, donc ça sera toujours sur Lyon-Saint-Exupéry, entre ce qu'on obtient en évolution sur 40 ans, en projection, entre la TRAC au sens de DRIAS et la TRAC, en fait c'est les projections climatiques de la P3C, donc on voit que les valeurs sont très proches. On peut comparer par rapport à la tendance observée, que j'ai remis sur 40 ans, c'est le chiffre du bas, 1,76 degrés en 40 ans, avec l'incertitude associée. Donc on voit que c'est effectivement proche. Alors on pourrait se dire que la TRAC DRIAS, elle sort de l'intervalle de confiance, là 1,76 moins 0,24, ça fait 1,50. Donc voilà. Mais en fait, c'est pas fautif. Pourquoi ? Parce que la TRAC en tant que telle, elle impose la compatibilité sur ce paramètre effectivement, mais en moyenne hexagonale, pas de manière territoriale, pas de manière ponctuelle. Alors que nous, dans le cadre de la P3C, oui, on s'impose la compatibilité également d'un point de vue territorial. Alors sur les autres paramètres que la température moyenne annuelle, la TRAC n'impose rien. Est-ce que c'est grave ? Hélas, c'est lourd de conséquences. Là, je vous ai mis un exemple concernant la moyenne des températures maximales du printemps. Ce sont des cartes qui sont issues de l'Atlas interactif. Vous avez l'adresse en bas là, associée au dernier rapport du GIEC. Sur votre gauche, vous avez une moyenne de projection multimodèle. Alors certes, c'est en scénario 4.5, mais étant donné l'échéance maximale de 2060, c'est indétectable, on va dire, par rapport à la TRAC. C'est seulement à la fin du XXIe siècle qu'il commence à y avoir un léger décrochage. Donc ce que vous voyez sur votre gauche, c'est représentatif de la TRAC. Et ce que vous voyez sur votre droite, c'est l'évolution telle qu'elle est réellement observée, et il se trouve que c'est exactement sur la même période que ce que nous, on a choisi dans la P3C. La conclusion, c'est qu'en trajectoire réellement observée, ça va 3 à 4 fois plus vite. Voilà. Donc il n'était pas question que nous, on utilise ce genre de projection. Mais ce n'est pas uniquement une affaire, on va dire, de phénomènes qui iraient dans le même sens. Pourquoi ? À cause d'une question de période de référence dans le passé sur lesquelles sont recalibrés les modèles de projection climatique. Et là, j'ai fait un zoom sur la station de Clermont-Ferrand. Ça, c'est un diagramme que j'ai présenté pour la première fois lors des journées scientifiques climat et impact, en 2020. Donc, qu'est-ce qu'on peut repérer ? Déjà, en termes de vitesse d'évolution, en termes de pente, si vous voulez, en fonction du temps, oui, les points observés, c'est les points noirs. Les points verts, c'est une moyenne de 10 modèles en scénario 4.5. Donc, alors, la différence avec la TRAC, c'est que sur le dernier tiers du XXIe siècle, il faudrait légèrement rehausser les points verts, légèrement. Et puis le scénario extrême d'émissions de gaz à effet de serre, le 8.0, enfin la moyenne de 10 modèles sur le 8.5 en point rouge. Donc effectivement, les trajectoires observées, regardez l'évolution de la pente des points noirs, ça va 3 à 4 fois plus vite que les points de couleur, donc ça correspond à la carte qu'on a trouvée précédemment. Mais on peut faire aussi des comparaisons horizontales, c'est-à-dire que si on se place à la fin du XXIe siècle, alors en TRAC, on prend les points verts et puis on remonte approximativement d'un demi-degré. Donc je n'ai pas le pointeur, mais vous pouvez vérifier que on arrive aux alentours de 16 degrés et demi, TRAC fin de siècle. Mais l'espérance vis-à-vis du climat observé, regardez vers 2025 les points noirs, en gros c'est 18 degrés et demi. Alors pour que la comparaison soit précise, il faudrait tenir compte du fait que il y a un pointeur. Merci. Alors, pour qu'on puisse tenir compte comment dire, pour qu'on puisse faire des comparaisons précises, je ne sais pas si on voit. Bon, c'est pas grave. Il faudrait tenir compte du fait que les points ils sont observés ponctuellement sur l'aérodrome de Clermont-Aulnat, tandis que les simulations, elles sont faites sur une. D'accord. Le point fonctionne. Tandis que les simulations, elles sont faites, c'est sur une grille 8 km x 8 km, c'est la grille Safran. Donc ce qu'il y a sur l'aéroport, c'est un petit peu plus chaud que sur le carré 8.8. Bref, 1 degré et demi grand maximum. Donc il faudrait soit diminuer les points noirs de 1 degré et demi maximum, soit remonter les points de couleur. Mais même si on tient compte de cet effet-là, il n'en reste pas moins que les projections de la TRAC, DRIAS,
jusqu'à la fin du siècle, elles sont dépassées par le climat de maintenant. Donc si vous essayez d'utiliser ça, en fait, surtout pour ce paramètre, la moyenne des températures maximales au printemps, qui est très important, très significatif pour le démarrage de végétation et la production donc végétale de début de saison, et ben en fait, ça ne sera pas de l'adaptation, ça sera de la contre-adaptation. Donc ça, c'est général. Maintenant, donc, je vais rentrer donc, dans des comparaisons un peu plus détaillées. On va commencer donc, par du climat. Et donc, je vais comparer donc, trois choses. Premièrement, la traque au sens de Drias. Alors, vous pouvez aller chercher sur Drias, mais c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez avoir des choses un peu plus simples avec des interfaces graphiques, je vous recommande le portail Climadiag Agriculture. C'est là-dessus que je suis allé chercher donc, les projections donc, qui, au départ, viennent de Drias. Donc, en pointer-cliquer, un copier-coller, et puis on y arrive. Ensuite, donc, la traque AP3C, c'est-à-dire les projections climatiques standards de AP3C, et puis ce que j'ai appelé la prévision climatique minimale vraisemblable, qui correspond, comme ce qu'on fait dans AP3C de manière standard, à la poursuite des évolutions engagées, mais qui intègre des récentes accélérations du changement climatique global, telles qu'elles ont été donc, esquissées dans des travaux comme ceux de Hansen en 2023, Hausfaser en 2024 et Ramstorff très récemment cette année. Je dois préciser que cette dernière option ne respecte pas la traque. Donc, ce que je vais vous présenter sur cette prévision climatique minimale vraisemblable, ça a été fait exclusivement pour ce colloque. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que désormais, si vous voulez avoir du soutien public, vous devez, dans vos projets, d'intégrer la traque. Voilà. Donc, et nous, on n'a pas envie de perdre notre soutien public. Donc ça, c'est uniquement pour un colloque scientifique, la prévision climatique minimale vraisemblable. Ce n'est pas ce qu'on produit de manière standard. Comme c'est un peu compliqué, je précise donc que la traque Drias, c'est-à-dire les projections qui sont utilisées un peu partout, hein, dans tous les plans habituels, ça sera des gros points rouges et ça sera uniquement en médiane. Les projections d'AP3C, ça sera des couleurs délavées, des courbes en couleur délavée, avec une période simulée 1980-2050 et des observations 1980-2015. Quant à la prévision climatique minimale vraisemblable, ça sera les mêmes couleurs que la traque AP3C, mais en un peu plus franc. Et puis avec des périodes qui sont élargies, les simulations, donc 1975-2060, et les observations, provenant des observations, donc 1975-2024. Donc on y va. On y va sur un graphique standard de AP3C. C'est la station de Lyon, c'est le nombre de jours où la température dépasse les 25 degrés. Donc en point noir les observations. En courbe de couleur, vous avez des statistiques, des quantiles en fait, ce sont aussi des statistiques, sur les 10 000 donc, projections qui ont été faites. Alors, si ça marche encore. Voilà, donc la courbe en vert, donc en médiane, sachant que les gris, là, c'est la moyenne, et puis sur toutes les courbes, ça sera confondu, donc ça sera une courbe verte et grise alternativement. En orange et en turquoise, vous avez les années quinquennales, qu'on appelle aussi les quintiles extrêmes, donc qui arrivent une fois sur 5. Donc en marron et en bleu un peu plus foncé, vous avez les années décennales, qu'on appelle aussi les déciles extrêmes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Ça c'est un graphique standard, donc je ne vais pas vous le détailler plus avant, mais simplement avoir la comparaison donc, avec la prévision climatique minimale vraisemblable, donc, qui intègre des observations qui sont plus récentes. Donc on voit déjà donc, sur la première période que les courbes sont redressées et accélération à partir de 2040. Alors là c'est un choix. On aurait pu avoir d'autres types de courbes de correspondance, en particulier vers le futur, simplement que si vous faites une régression sur les 50 années de données, il commence à y en avoir beaucoup, sur les températures, vous commencez à avoir un caractère significatif du côté parabolique, c'est-à-dire de l'accélération. Mais une accélération qui serait continue. Nous, on a choisi de concentrer, c'est un choix, on assume, on a choisi de concentrer cette accélération vers 2040. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, dans la modélisation physique du climat, il semble que le fait qu'il y ait des fluctuations dans la dérive nord-atlantique, des fluctuations qu'on appelle la variabilité atlantique multidécennale, ça se poursuit vers le futur et ça a une période d'environ, une demi-période d'environ 30 ans. Donc il y a eu une cassure vers le bas vers 1950, une cassure vers le haut vers 1980, une cassure vers le bas vers 2010 qui a été totalement compensée par l'accélération du changement climatique global. Donc l'échéance suivante, ça serait 2040. Il y a aussi une autre raison, c'est que si vous faites une accélération continue, en fait la tangente à la fin de la période, là, donc la vitesse d'évolution, elle est beaucoup plus forte.
Or, nous, dans le projet AP3C, on a toujours affiché le fait qu'on exposait des perspectives minimales vraisemblables, d'où la raison de ce choix. Donc maintenant, je vais vous montrer le graphe combiné, qui est un peu touffu, mais on va essayer de s'y retrouver. On va commencer par ce qui est observé, enfin pardon, ce qui est projeté donc en valeur médiane vers 2050. Donc les projections sur le site DRIAS, donc Climadiag, le nombre de jours supérieur à 25 degrés, voilà, c'est bien ça. On arrive quelque part vers 87. Voilà. Je lis de travers, hein, il y a peut-être 1 ou 2 d'écart, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Quand on prend donc les projections standards de AP3C, on est plutôt vers 100, 102, 103 là. Et quand on arrive donc aux prévisions climatiques minimales vraisemblables, c'est-à-dire avec les accélérations, là on est plutôt vers les 117, c'est-à-dire quand même un mois de plus. On peut aussi lire cette chose-là de manière horizontale, c'est-à-dire que ce qui est projeté habituellement pour les températures chaudes, donc sur Lyon vers 2050, eh ben on l'a quelque part vers 2030 en projection standard AP3C et quelque part vers 2018, c'est-à-dire 7 ans dans le passé, lorsqu'on intègre les accélérations telles qu'elles se produisent actuellement, telles qu'elles sont déjà en train de se produire. Donc on voit bien que c'est faux de dire que c'est juste une question de vitesse d'évolution. Voilà, on voit bien qu'à cause de cette question, on va dire, de période de référence sur lesquelles on corrige les modèles sur le passé, eh ben non, on va dans le sens inverse. Donc il faut prendre effectivement ça en compte de manière impérative. Sinon, on fait de la contre-adaptation. Ça, c'est le même graphique que précédemment, sauf que j'ai fait, là j'ai rehaussé le seuil, donc 30 degrés. Alors on va le lire uniquement en vertical là. Donc avec les projections habituelles, on vous dit 32 jours. Et puis sinon, ça fait projection standard AP3C 40. Et avec les accélérations, bah, je sais pas là, 55. Donc en valeur absolue, puis il y a aussi une autre chose, c'est que sur ce graphique-là, on voit, enfin, il n'y a pas besoin de faire des tests statistiques pour se rendre compte que l'ajustement des courbes sur la période observée par rapport au point observé, c'est bien meilleur avec les accélérations en cours. Pardon. Donc, là, je vous ai montré, d'un point de vue absolu, ok, ça évolue moins vite. D'un point de vue relatif, ça semble évoluer plus vite. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le tableau suivant. Donc là, c'est toujours en échéance 2050, le ratio donc, entre la prévision climatique minimale vraisemblable et ce qui est offert habituellement donc, dans DRIAS Climadiag. Bah, en fonction du seuil, enfin voilà, c'est sans appel. C'est au plus vous avez des seuils élevés, au plus vous avez donc un décalage entre les deux jusqu'à atteindre pratiquement un facteur 2 avec le seuil 35 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes face à des problématiques sanitaires liées à la chaleur, au plus ces problématiques sont sévères, au plus vous les sous-estimez avec les projections habituelles. Je n'ai pas fait que des tableaux, j'ai fait également des cartes. Donc ça, il se trouve que ce sont des cartes standards, et je pense que je vous l'avais montré l'année dernière, donc sur le nombre de jours où la température dépasse les 32 degrés, donc c'est en médiane. Hein. Donc sur votre gauche, situation 2000, sur votre droite, situation 2050. Si on regarde Saint-Martin de Londres, c'est quelque part à l'est de l'Hérault par là, qu'est-ce qu'on trouve en valeur 2000, je sais pas, 20 environ. Tandis qu'en valeur 2050, projection donc AP3C, on trouverait quelque chose comme 35. Voilà. Donc retenez, situation en 2050, 35 avec des projections sans accélération, mais quand même compatibles avec ce qui se passe. Si on tient compte des accélérations, alors j'ai changé la gamme de couleurs parce que sinon c'est saturé, on ne voit plus rien. Donc on retrouve les 35 degrés donc, sans accélération, et avec accélération, eh ben, on est plutôt vers les 50. Quoi. 50, ça fait quelque chose comme un tiers en plus. Si on avait choisi Lyon pour cet indicateur 32 degrés, on aurait trouvé 50% supplémentaire. Et si on avait choisi donc, le seuil de 35 degrés pour Lyon, on aurait trouvé 80% supplémentaire. C'est la même chose. Au plus on va regarder des événements chauds et rares, au plus donc, il y a une divergence entre donc, la prévision climatique qui intègre les accélérations en cours et ce qu'on vous propose habituellement. Alors il se trouve que quand on fait les comparaisons, ce n'est pas exactement les mêmes en fonction des saisons. Donc là, ce que je vous ai fait, c'est les comparaisons d'évolution de température moyenne au printemps. Donc avec la prévision climatique minimale vraisemblable, on est 1,4 degré au-dessus de ce qui vous est proposé habituellement. Lu de manière horizontale, vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'on vous propose dans la track DRIAS vers 2070, en fait, il faudrait plutôt regarder vers 2030. C'est complètement différent. Alors certes, on peut se dire que c'est dans le même sens, mais dans le premier cas, c'est dans 45 ans. Dans le deuxième cas, c'est dans 5 ans. Ce n'est pas du tout le même niveau d'urgence quand même.
Autre exemple, là j'ai choisi les températures maximales de l'été, enfin la moyenne des maxis de l'été. Donc pourquoi? Parce qu'en fait c'est un bon prédicteur, un bon proxy de l'évapotranspiration potentielle, enfin de l'évaporation on va dire des végétaux en général. Alors le décalage entre les deux, c'est plus 1,2 degré. Si on reste dans le domaine de la relation de Clausius-Clapeyron dont on vous a déjà parlé au cours de ce colloque, c'est-à-dire des correspondances entre la température et l'humidité, ça correspond donc à 8% supplémentaires d'évapotranspiration, c'est-à-dire approximativement donc 40 mm sur Lyon. Donc je n'ai pas pu faire le bilan hydrique complet, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas engagé, c'est pas prévu pour l'instant, c'est pas financé, l'engagement donc de la vérification de ce que ça peut donner sur les précipitations, mais simplement en rajoutant les 40 mm, est-ce que ça, alors que vraisemblablement ça sera pire, que ça de déficit supplémentaire, est-ce que ça se voit? Donc la réponse c'est oui. Sur votre gauche, vous avez les projections standards AP3C, sur votre droite, avec les accélérations en cours. Regardez le niveau moins 500 mm, hein, c'est le rouge. En gros, en zone méditerranéenne, la surface a été multipliée par 2. Donc oui, rien que 40 mm, alors que vraisemblablement, ça sera sous-estimé si on fait la détermination complète, oui, ça se voit déjà pas mal. Donc j'en ai terminé avec les comparaisons strictement climatiques. Maintenant, je vais rentrer donc, dans les comparaisons agroclimatiques. Premièrement, la date de reprise de végétation. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est des sommes de température basse 0 degré et reprise de végétation classiquement. Quand on arrive à 250 degrés jour, voilà, on dit il y a reprise de végétation. Ce qu'on peut constater, c'est que lorsque vous êtes avec les prévisions climatiques minimales vraisemblables, vous avez 6 jours de précocification supplémentaire, sachant que l'évolution, quels que soient les modèles, elle est à peu près du même ordre, enfin environ une semaine. Alors vous allez dire, une petite semaine de décalage, c'est pas énorme. Pour un agriculteur en début de saison, si, c'est important. Donc c'est important de prendre en compte ces accélérations en cours. Pour un peu plus loin donc, dans le cycle, la date de fauche à 1000 degrés, 1000 degrés jour, on cumule les degrés jour. C'était de la fauche classique autrefois, maintenant on peut considérer que c'est plutôt de la fauche tardive parce qu'on préconise de plus en plus de faucher précocement, mais on a quand même encore ce seuil. Ce qu'on peut voir, c'est que ça se précocifie 2 fois plus vite avec la prévision climatique minimale vraisemblable qu'avec la traque de Drias. Donc il y a une contraction sensible du cycle de production. Donc il y a moins de temps pour fabriquer le végétal, on est bien d'accord. Hein. Exemple suivant, les dérobés d'été. Alors les dérobés, c'est quoi? Ce sont des cultures courtes qui suivent en général des cultures plus longues comme le blé, l'orge, etc. Il y a du soja, oui, on peut faire du soja maintenant en dérobé, mais il y a du sorgho, des choses comme ça. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre donc, de ces plantes dérobées d'été qui réagissent donc aux températures supérieures à 11 degrés. Donc voilà, donc là j'ai fait un calcul de somme de température, donc base 11 degrés. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la prévision climatique minimale vraisemblable par rapport à Drias, on en est à approximativement plus 13%. C'est ces 13% que j'utiliserai, on va dire, sur la carte qui sera après. Mais si on le lit de manière horizontale, ce qu'on vous présente habituellement pour une échéance de 2080, faut déjà l'anticiper donc dès 2050. Donc là, j'ai fait donc les plus 13%. Alors à gauche, vous avez les projections AP3C standard, à droite, vous avez donc ces plus 13%. Alors sachant que, comme il n'y a pas beaucoup, on va dire, de gens qui sont férus en agronomie dans la salle, on commence à avoir des possibilités réelles, on va dire, de faire des cultures dérobées vers les 900-1000 degrés, donc vers le jaune, quoi, ou le premier orange. Voilà. Donc, alors en zone méditerranéenne, les dérobés, d'un point de vue thermique, ça fait longtemps que c'est plus un problème, quoi. Par contre, après, il y a une problématique hydrique à tenir compte. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec les accélérations en cours, on est en train de remonter sur les reliefs, et remonter sur les reliefs là où il y a moins de problématiques hydriques. Donc même si la progression de la zone n'est pas très spectaculaire, on arrive dans des zones où, a priori, ça pourrait fonctionner de manière pluviale. Donc oui, c'est significatif. Dernier exemple sur la viticulture. Alors la viticulture, j'ai repris un tableau donc, que je vous avais présenté l'année dernière. On va regarder donc 2 lignes simplement. Donc l'indice de Huglin, ce sont les sommes de température basse 10 degrés. Donc un tableau de correspondance entre justement cet indice de Huglin et puis les cépages. 2100, 2200, Cinsault, Grenache, Syrah, c'est la viticulture provençale, en général, on va dire ça. Et 2400, c'est le niveau de résistance, on va dire, c'est le niveau de fonctionnement optimal des cépages historiquement les plus résistants en France. Voilà.
comme enfin moi je retiens pas nécessairement ce tableau, je les ai reportés, on va dire, les cépages, sur donc, le calcul de cet indice donc, de Huglin sur Lyon-Saint-Exupéry. Donc on va regarder donc, verticalement d'abord, donc 2050 en valeur médiane, on serait approximativement vers 2300 à Lyon, c'est-à-dire compatible avec un cépage Carignan. En projection climatique AP3C standard vers 2500 et en intégrant les accélérations en cours vers 2700. Alors 2500, on est déjà dans du fonctionnement de cépages sud-européens et 2700, on est dans les cépages les plus résistants, enfin en termes de fonctionnement optimal, les plus résistants sur la planète. Hein. On peut aussi lire ça de manière horizontale. Alors je vais prendre le cépage à Ramon, là, et puis la limite supérieure donc, des cépages les plus résistants historiques en France, c'est-à-dire les 2400. Quand est-ce qu'on anticipe 2400? D'abord avec les points rouges, alors on prolonge, on arrive approximativement vers 2070. Alors ça veut dire quoi? C'est un 2400, ça veut dire changement radical de type de viticulture, hein, puisque même les cépages historiquement les plus résistants, bah, ils sont aux limites de fonctionnement optimal. Alors on peut toujours les laisser, mais ça va fonctionner moins bien. Voilà, donc 2070, si on fait les projections climatiques de AP3C standard, je crois qu'on est quelque part vers 2045. Voilà. Et si on utilise des accélérations, ben, la prévision climatique minimale vraisemblable, ben, on est quelque part entre 2030 et 2035. Donc, sur une problématique de transformation radicale d'une filière, au lieu d'être quelque chose qui est à plus 45 ans, donc qui concerne plutôt vos petits-enfants, ben, en fait, on est effectivement dans une problématique à plus 5 à plus 10 ans, donc qui vous concerne vous, si vous êtes viticulteur, et puis il ne faut pas trop tarder, quoi. Voilà. Donc oui, c'est très significatif ce qu'on raconte sur le changement climatique réel et les accélérations en cours. Donc j'ai tracé des cartes. Alors ça, c'est encore la carte standard AP3C, donc en situation 2000 et 2050. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en situation 2050, le violet, ça correspond donc au dépassement, on va dire, de fonctionnement optimal des cépages les plus résistants sur la planète. Donc il y en avait déjà un certain nombre en zone méditerranéenne. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on intègre les accélérations en cours donc, sur votre droite? Et ben là, quasiment toute la zone méditerranéenne est concernée. Et on voit même apparaître dans des vallées de Lozère, je crois qu'il y a des gens qui viennent de Lozère, des vallées de Lozère non méditerranéennes à l'intérieur là, bah, du deuxième violet donc, qui pourrait correspondre à la viticulture de type provençal, quoi, pour vous donner une idée de la vitesse de transformation des paysages. Enfin, sous-entendu, si on se décale, on va dire, en conformité avec l'évolution climatique réelle. Donc j'en arrive aux conclusions. Premièrement, alors, j'en ai déjà parlé, mais il faut que j'en reparle. Est-ce que ces divergences, on va dire, de trajectoire entre les observations et les projections compatibles avec les observations et les simulations habituelles, est-ce qu'il faut s'attendre à une amélioration, sous-entendu, du côté des modèles physiques du climat? Et bien hélas, vraisemblablement non. Pourquoi? Et ben parce que ces divergences, elles ont déjà augmenté dans le passé. Vous pouvez comparer donc, entre ce qui est sorti dans le 4e rapport du GIEC et ce qui est sorti dans le dernier rapport du GIEC sur l'Europe. Ces questions de température, moyenne des températures maximales au printemps, non, ça s'est aggravé. Et pourquoi est-ce que, hélas, ça va probablement encore s'accroître à l'avenir, cette divergence? C'est à cause des trajectoires en cours, et ça vous a été expliqué l'année dernière au moins, que les modèles de génération CMIP6 ne sont pas capables d'intégrer, on va dire, les passages, on va dire, de points de rupture et les accélérations telles qu'elles sont réellement en train de se produire. Donc, bien entendu, comme tout le monde, je souhaite que ça ne se produise pas, mais a priori, c'est ce qu'on attend, on va dire, du futur de la recherche dans le domaine. Après, il peut y avoir des procédés, on va dire, de correction post-simulation qui peuvent devenir plus performants, mais ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, Hervé Douil a parlé d'une initiative de Météo France à ce sujet, j'ai retenu, pour que ça soit moins divergent. Pour en rajouter une couche, désolé pour ceux qui sont un peu sensibles, j'ai tenu donc à sortir la question de la sensibilité climatique à l'équilibre. C'est quoi cet engin? C'est on double la teneur en CO2 de l'atmosphère par rapport à l'époque pré-industrielle, et puis on regarde ce qui se passe jusqu'à atteindre l'équilibre thermique en moyenne globale. Et puis on note la température qui a augmenté, voilà, on regarde comment ça évolue cette température. L'intérêt de ce genre de simulation, c'est que c'est extrêmement simple. On multiplie par 2 le CO2, puis on attend que ça se stabilise. Ça a été fait donc, depuis les débuts de la modélisation climatique physique, donc il y a une bonne cinquantaine d'années, et ça continue à être fait pour comparaison. Je vous ai mis quelques résultats synthétiques donc, de cette sensibilité climatique à l'équilibre.
donc qui sont issus essentiellement donc, de la modélisation climatique globale, mais désormais on commence à pouvoir intégrer des observations à l'intérieur. Donc avec le 5e rapport du GIEC, c'était centré vers 2 degrés en médiane, on va dire. Le 6e rapport du GIEC, on était plutôt entre 3 et 4 degrés en médiane. Il y a des travaux plus récents, dont Chenal en 2022, qui a commencé à glisser vers les 5 degrés en médiane. Donc on voit qu'on progresse au fil du temps. Oui, on fait des sensibilités plus importantes, mais ces sensibilités, elles sont encore loin de la sensibilité qui est suggérée par la paléoclimatologie, en particulier dans les transitions glaciaires interglaciaires, donc de 15 à 20 degrés. Alors, ce dernier point, ce n'est pas une preuve. C'est juste une illustration, un exemple. Et en particulier, il y a des éléments, enfin des arguments qui seront amoindrissants vis-à-vis de cette sensibilité extrême. C'est par exemple l'épuisement de l'albédo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fondu toutes les banquises, bah, la mer là-bas, enfin dans les banquises, en dessous des banquises, elle n'est pas bleue, hein, c'est pas la Méditerranée, elle est plutôt verte marron. Mais bref, la couleur, elle change plus beaucoup après en fonction de l'élévation de température. Donc il n'y a plus cet effet, on va dire, de réflexion moindre. En sens inverse, vous avez des éléments qui sont augmentants par rapport aux transitions glaciaires interglaciaires. C'est la vitesse complètement inédite de l'évolution du forçage radiatif, l'élévation des teneurs donc, en gaz à effet de serre de l'atmosphère, la vitesse de l'évolution effectivement observée, l'évolution climatique, et puis aussi les vitesses donc, de transformation, destruction des écosystèmes. Donc, bien entendu, ce n'est pas une preuve, il n'est pas certain qu'on aboutisse effectivement à ce type de sensibilité, mais ça serait prudent de considérer qu'au moins on peut démarrer comme ça. Voilà. Comme on est encore assez régulièrement donc, interpellé, voire critiqué sur nos méthodes scientifiques au sein de la P3C, donc j'ai rappelé ici on va dire les différentes communications qui ont été revues. Pour info, il y en a une qui a été ajoutée donc, depuis le dernier colloque à l'IPSL, donc Paris-Saclay. Je laisse également donc, des liens, enfin de la documentation et des vidéos plus techniques, on va dire, du projet P3C. Je vous demande de regarder particulièrement le plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central. Pourquoi c'est important pour nous? Eh bien parce que c'est une reconnaissance administrative de nos travaux, vu que ce sont nos projections qui ont été utilisées exclusivement donc, pour ce plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, qui a été voté donc, en séance plénière lors du comité du Massif central le 23 mai donc, de cette année. Et enfin, donc, dernière diapo, donc, la réponse à la question, agriculture et climat, la traque est-elle déjà dépassée? J'espère vous avoir montré au cours de cet exposé qu'en termes de perspective climatique, oui, il y a guère de doute. Par contre, dans son concept, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut conserver un concept de traque. Enfin, on peut l'appeler autrement, mais par exemple, traque, ça veut dire aussi chemin, piste, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il nous faut, enfin, face à des transformations radicales de notre environnement, face à des difficultés croissantes et de niveau vital, il est important d'avoir un cap commun qui permette de se rassembler et puis de se mobiliser. Mais par contre, il va falloir donc rénover ce concept de traque d'un point de vue technique, en particulier la compatibilité avec les trajectoires observées. Oui, il faut également que ça soit d'un point de vue saisonnier et d'un point de vue territorial, sinon je vous ai montré à quel divergence ça peut aboutir. Et puis, hélas, il va falloir également rehausser sensiblement les valeurs cibles, en particulier le plus 4 degrés en 2100, au minimum le monter à plus 6 degrés. Alors enfin, est-ce qu'on imaginerait un instant s'adapter à ce qui n'est pas en train de se produire? Non. C'est-à-dire, quel que soit le domaine. Et donc c'est pour ça que si on veut vraiment s'adapter d'un point de vue opérationnel et efficace, il faut se baser sur le changement climatique tel qu'il est réellement en train de se produire sur nos divers territoires. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Vincent. Vous avez des questions ?